Konnichiwa, bienvenue dans cette ça m'a fait sursauter. Bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Japon. On en a fait plusieurs parce que figurez-vous que nous avons la chance d'avoir la visite de Monsieur Yannick qui nous vient du Japon, Oui. parce que tu habites là-bas Oui. avec ta charmante épouse. Voilà, qui habite là-bas aussi du coup. Et voilà, on a fait quelques. Ils sont venus les mains pas vides. Vous avez apporté un certain nombre de jeux, certains qui ont fait l'objet d'une Trick Track TV à part entière, que vous pourrez voir par ici ou par là, je ne sais plus par où vous allez cliquer. Et, mais on n'aura pas le temps de parler de tout. Donc on a décidé de faire une petite Trick Track TV où on va causer. D'abord parce qu'il faut expliquer une chose, c'est que les gens ont pu remarquer que ça fait quelques mois qu'on commence à parler beaucoup de jeux japonais sur Trick Track. Pas seulement japonais, on parle aussi de jeux de Corée, enfin de jeux asiatiques. Voilà, les gens se disent mais c'est parce que c'est votre truc et tout ça, vous aimez bien. Alors d'abord oui, d'abord on aime bien, et puis deux, pas seulement, parce que c'est pas seulement une réflexion égocentrée, c'est qu'il est en train de se passer de par là-bas une espèce de petit bouillonnement créatif dans le domaine du jeu de société, et ça vous allez pouvoir me le confirmer, Monsieur Yannick, ou pas. Oui. Tu confirmes? Disons qu'il y a de plus en plus d'éditeurs étrangers qui s'intéressent à la création japonaise, qui existe quand même depuis pas mal de temps. Ouais. Ça fait quand même quasiment 10 ans maintenant que le Tokyo Game Market existe, Ouais. avec une progression en nombre de visites qui était multipliée par 10 Ouais. ou 15. C'est-à-dire que maintenant il y a 150. Maintenant, il y a... Non, ouais, on est passé de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers de personnes. Alors, à savoir que les salons qui sont organisés au Japon ne durent qu'une journée. Ouais. Donc ça commence en général vers 9h, ça se termine vers 5h, donc c'est assez court. Ah oui. Et sur une durée assez courte comme celle-là, on se retrouve avec des pics de fréquentation à plusieurs milliers de personnes en même temps. Oui. Et donc en plus, j'imagine la course pour se procurer les jeux, parce que... Alors oui, les plus courageux font la queue vers 8h. Ouais. Parce que la plupart des gens qui viennent en tant que participants, en tant que créateurs de jeux pour le Game Market, viennent souvent avec des jeux qui sont faits à la main et qui sont en nombre d'exemplaires. Il y a énormément d'auto-édition. La majorité des auteurs japonais sont en auto-édition. Il n'y a pas de grosse maison d'édition au Japon? Non, il y a Hobby Japan qui existe, il y en a une autre encore, dont le nom ne vient pas à l'esprit tout de suite, là, mais il y a très très peu d'éditeurs japonais. D'accord. Donc la plupart des gens s'auto-éditent, en général apportent entre 20 et une centaine d'exemplaires pour les événements. C'est vraiment très ludiques. Très limité, d'accord. Oui, et puis souvent les jeux ne sont plus réédités, donc c'est vraiment le coût d'une journée, quoi. D'accord, c'est l'équivalent du fanzina pour le jeu. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Et tu dis que ça existe depuis 10 ans, donc, mais toi tu fais ça depuis combien de temps? Moi ça fait... Ça fait combien de temps que tu vis au Japon déjà? Présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es. Ça fait un peu près de 10 ans que j'habite au Japon maintenant, et que j'y enseigne le français langue étrangère. Et je me suis intéressé aux jeux de société, non pas japonais, mais aux jeux de société en général, il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peine. Donc je suis assez nouveau dans le monde tomber dans la marmite, ouais, c'est un peu mais ça, visiblement assez conséquemment. Oui, je me suis pas mal rattrapé entre ce temps. On va le dire, tu es joueur, mais pas seulement, tu es aussi un activiste maintenant, puisque tu as aussi un blog, tu écris des papiers, et puis tu es en contact avec des auteurs et des éditeurs, enfin tu es une espèce de lobbyiste. Disons que j'essaye de présenter les jeux japonais à un public qui n'y a pas accès facilement. Et tu as été contacté par sans rentrer dans les détails, par des éditeurs européens? Oui, quelques-uns, Viens faire notre nez. Oui, quelques-uns, quelques-uns, d'accord. Parce que nous aussi, on retranscrit ça aussi sur Trick Track pour montrer ça. Et donc, qu'as-tu amené dans ta petite valisette? Comme il y a déjà des trucs super étranges sur la table. Takako, c'est quoi? Tu as décidé de faire ta petite lessive? Je vais te présenter. Alors en fait, ça c'est un jeu qui s'appelle Hoshi Olympics. Hoshi Olympics. Hoshi en fait, Hoshi ça veut dire sécher. Donc c'est un jeu où on va essayer on va incarner en fait une femme au foyer, qui est quand même thématiquement très japonais, puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de femmes mariées qui restent à la maison et qui donc sont chargées. Un nom du travail. Ah, salaud. Je ne laisserai pas devenir femme au foyer. Et donc on va incarner une femme au foyer qui s'occupe de la lessive de la maison. Bien sûr, évidemment.
Et ça va plaire beaucoup. En plus, en ce moment, dans les discussions qu'il y a sur la théorie, cette fameuse théorie des genres et tout ça, ça va plaire beaucoup. Oui, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le statut de la femme au Japon. Oui, je pense aussi, effectivement. Et donc, dans ce jeu, on va essayer de faire sécher. Je vais montrer la boîte. De faire sécher la lessive. Oui, en sachant. De faire sécher. En sachant que la météo est changeante. Donc la météo, elle peut être au beau fixe. La météo peut aussi être nuageuse. Et oui, on ne se rend pas compte comment c'est compliqué d'étendre le linge parce que c'est pas toujours facile. Et puis à savoir qu'il y a très peu voire absolument aucun sèche-linge au Japon. Donc les gens on sèche à l'extérieur uniquement. Ah oui, pourtant ça se voit pas beaucoup. Hein. Il y a très peu de. Je vous montre quelques petites cartes. Voilà. Puis la pluie, pas beau. Évidemment. Voilà, c'est ça. Voilà trois cartes de temps. Donc, à son tour, on va essayer de. Très naïves. Oui, à son tour, on va essayer de faire sécher le linge et chaque carte, par exemple, il y a des sous-vêtements évidemment, mais il y a aussi des pantalons. Des sous-vêtements évidemment, j'aime bien cette phrase. Évidemment des sous-vêtements, des t-shirts, des pantalons, des chemises, qui rapportent un nombre de points différents. Alors on a le classique. Le kangourou. Le jean un peu plus à la mode, etc. Et tous ces vêtements en fait, vont nous apporter des points à condition que la météo soit clémente. D'accord. On va montrer le petit appareillage qui est là-bas parce que ça me fait triper complètement. Voilà, je ne sais pas si tu vas le voir là, Monsieur Nod, avec cette caméra, si tu peux la... Donc il y en a 4 qui sont inclus dans la boîte. Donc, vous avez ici un petit support en plastique avec une petite pince, un porte-cartes dans lequel vous pouvez mettre les cartes et ça fait le linge qui pend. Voilà. Incroyable. Et puisque le jeu est que les Japonais aiment bien mettre un peu de vis dans les jeux, il y a plusieurs façons il n'y a pas que les Japonais là-dessus, on va dire. Et ces temps-ci, disons que... Et il y a plusieurs façons en fait de modifier le temps en utilisant notamment le tele-tele-bose. Le quoi? Le tele-tele-bose. Le tele-tele-bose. C'est une petite poupée. Oui. Vous souhaitez qu'il soit beau. C'est une tradition. Ouais. Et donc les joueurs à leur tour vont pouvoir jouer ces petits tele-tele-boseux et évidemment ça va moi je crois que c'était un fantôme, changer le temps. D'accord. Et puis bien sûr, tradition japonaise, s'il en est, le shitagi dolobo. Le shitagi dolobo, c'est le voleur de sous-vêtements. Ah, c'est un singe. Oui, c'est un type de fait divers dont on parle assez souvent au Japon, avec des gens qui vont voler les sous-vêtements sur les balcons. C'est vrai que c'est et notamment dans près des universités, là où il y a les étudiantes. Et donc il y a des moyens de faire gagner et de faire perdre des points. C'est de la rumeur ou c'est du... Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, d'accord. Il y a souvent des Quel pays intéressant. Oui, il y a des collectionneurs de sous-vêtements qui ne leur appartiennent pas. D'accord. Et donc, c'est un jeu où on peut finir avec des scores qui vont jusqu'à moins 30 points, puisqu'évidemment, à chaque fois que l'on fait sécher du linge et qu'il pleut, on perd des points, plutôt que d'en gagner. Si un joueur joue le voleur de sous-vêtements, on perd des points, puisqu'il nous vole les sous-vêtements, etc., etc. D'accord, effectivement, oui, c'est très particulier. Et donc, qui est-ce qui a fait ça, on sait? Non? Alors, les auteurs, puisqu'ils sont deux, si je les retrouve... Si vous arrivez à trouver ça, c'est pas... Ça date de quand, ça? Ça date de 2012, là encore. 2012, d'accord. Et je l'ai trouvé aussi l'année dernière au Tokyo Game Market. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qu'on trouve au Tokyo Game Market. Alors ça, c'est à mon avis pas facile à... C'est un jeu qui n'a pas d'auteur, enfin qui a pour nom d'auteur un groupe. Qui se planque. Qui a pour un nom d'auteur un groupe, puisque comme j'avais expliqué, souvent les gens créent des jeux ensemble. C'est relié à un site sur des collections sous-vêtements. Exactement. C'est une association. Oui, c'est la team Taiki Kennai. D'accord. Bon, voilà, ça fait partie des trucs super curieux. Donc, c'est pas un proto. Non, c'est un jeu fait main. Ça ressemble à un proto. C'est des jeux fait main, oui. Tu dis, c'est tiré quoi, à 50 exemplaires Celui-là était à peu près une centaine d'exemplaires. Centaine d'exemplaires quand même, d'accord. Qu'on trouve, puis après qu'on ne trouve plus. Voilà. Bon, on va ranger ça. C'est quoi, alors, la grande question, c'est
question que tu vas trouver certainement bateau. C'est quoi la différence entre le jeu de société en Europe, en France particulièrement, et au Japon? Quelles sont les grandes différences et les grandes ressemblances, s'il y en a? Alors c'est difficile, mais au niveau de la création, alors, en espérant ne pas me tromper, parce que je ne connais pas non plus encore très bien le milieu de la création en Europe et en France, c'est qu'au Japon, la très grande majorité des auteurs sont complètement amateurs, ce qui est à mon avis aussi une chose qui existe en France. Mais disons que là où les créateurs français s'arrêtent souvent à un prototype avant d'éventuellement être édité, les Japonais ne passent pas par l'étape prototype. C'est-à-dire que le prototype devient le jeu qu'ils vont auto-éditer. Ça, c'est une des différences les plus marquantes, puisque à chaque game market, on se rend compte que la très grande majorité des gens qui sont présents sont des gens qui créent des jeux, soit seuls, comme des gens comme Seiji Kanai par exemple, qui vient de là aussi, soit c'est un genre de fanzina en du groupe. jeu, en fait. Oui, c'est un peu ça. Une étape par laquelle on n'est pas passé parce qu'on avait, j'imagine, nous en France, des éditeurs qui avaient pignon sur rue. Et comme il y a très peu d'éditeurs au Japon, c'est ça. Donc le circuit est de passer par un éditeur parce que c'est aussi l'espérance d'avoir effectivement un jeu qui est diffusé plus largement. Oui, et les Japonais n'ont pas vraiment cette attente, si ce n'est d'éventuellement avoir la possibilité de rencontrer un éditeur étranger. Mais tu me disais que beaucoup d'auteurs japonais imaginaient que les auteurs européens en vivaient tous, c'était leur métier en fait. Oui, il y a énormément d'auteurs japonais qui souhaitent en vivre à terme. Mais on en a aussi beaucoup ici. Enfin, notamment Seiji Kanai qui en parlait récemment, mais ils ont souvent dans l'idée que de très nombreux auteurs étrangers en vivent et se séparent de leur profession principale. Alors c'est le très nombreux qui va poser problème, parce qu'il y en a qui en vivent effectivement. Mais c'est étonnant ce décalage de perception. Très peu nombreux, d'accord. Et au niveau des boutiques, parce que moi quand je suis allé au Japon, je n'y suis allé que deux petites fois on va dire, il m'a semblé qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques. Il y en a assez peu, Et donc comment le milieu ludique, comment sont les joueurs là-bas? Comment est-ce qu'ils se retrouvent? Comment est-ce qu'il y a des clubs? Est-ce qu'il y a des... Alors il y a beaucoup de clubs. Il y a deux types de clubs en fait. Il y a des clubs qui sont uniquement pour les Japonais, souvent. Ça veut dire quoi uniquement pour les Japonais? C'est-à-dire que c'est... dedans, Non, parce qu'il y a quand même une communauté anglophone assez importante au Japon, et que la barrière de la langue parfois pose problème pour s'intégrer à des clubs de jeux japonais. Et c'est vrai que si on ne parle pas le japonais, c'est assez compliqué de jouer avec des Japonais. Donc il y a beaucoup de clubs créés par des Japonais. Il y a de plus en plus de cafés, par exemple, à jeux au Japon. Mais il y a aussi des communautés anglophones qui vont englober une grande partie des étrangers dans le monde du jeu. Les expats. Mais c'est vrai que les expats, et c'est vrai qu'il y a assez peu, je pense, de passage d'un groupe à l'autre. On se rend compte que dans les communautés auxquelles je participe, souvent il n'y a que des étrangers ou que des Japonais. Il y a assez peu de mélange, bien que la situation change aujourd'hui. Puis j'ai des témoignages de gens qui me disent qu'ils jouent avec des Japonais, que ça se passe très très bien. Qu'il y a même des gens qui ne parlent pas le japonais peuvent se débrouiller pour jouer. On parlait du statut de la femme qui est toujours discutable au Japon. Tu confirmes, je dis une bêtise ou c'est toujours compliqué? Tu vas pas te mouiller. Oui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué, toujours. Donc, quid des joueuses? Tu es joueuse, toi? Oui, du jeu avec Annick. Alors, est-ce que tu te considères comme une joueuse ou comme une partenaire de joueur? Moi j'aime, plus en plus, j'aime bien jouer. Mais... je pense que tu es joueuse. Et donc, est-ce que on a une... Alors, nous, on n'a pas la parité encore, mais le secteur se féminise de plus en plus vite. Et ça, c'est très, très bien. Il n'y a pas beaucoup de joueuses. Pas beaucoup de femmes. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on remarque assez franchement, c'est que pour en revenir à ces deux types de communautés de joueurs, dans les communautés internationales, il y a beaucoup de femmes.
Il y a aucun, comment dire, personne ne va se poser la question de savoir pourquoi il y a une femme qui joue à un jeu de société. Alors que et même on le voit dans les game markets, c'est quand même une population très très majoritairement masculine. D'accord. Oui. Et c'est dû à quoi? Parce qu'ici, on a eu des soucis avec l'image du jeu pendant très longtemps. Première image, premier stéréotype, le jeu c'est pour les gosses. Oui. Donc puérilité de ce produit, de cette culture. Deuxièmement, le jeu c'est limite malsain. Vieil héritage du Moyen-Âge et des interdits sur les jeux, parce que les jeux pas les jeux de société, mais les jeux en général, quand on dit du jeu, on parle avant tout des jeux d'argent, et qui effectivement impliquent des problèmes. Et je sais qu'au Japon, il y a eu ce problème-là aussi, puisque les jeux traditionnels ont beaucoup été aux mains des Yakuza, et qu'il y a peut-être eu une image, quand on dit jeu, c'est peut-être pas très bien vu, c'est ça? Je pense que c'est vrai. Oui. Oui. Il y a un souci toujours dans l'imaginaire global, que le jeu c'est un peu... Le thème est souvent... Oui, le thème est... il y a cette image des paris d'argent. Mais il y a aussi... Alors que dans le jeu de société moderne, on est quand même un peu éloigné de cette image-là. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça reste une activité underground ou est-ce que c'est populaire? Ça reste une activité de ce qu'on appelle d'otaku. Ouais, le geek du coin. Oui, sauf que le mot otaku est socialement très marqué au Japon, c'est très péjoratif. Donc ici, on l'utilise de façon assez légère. Oui. Les gens qui aiment les mangas sont des otaku, les gens qui regardent des dessins animés sont des otaku. Mais au Japon, cette image d'otaku est quand même très négative socialement. Toujours très négative. Très négative, ouais. Donc on se rend compte que dans le public de joueurs, ce sont souvent des hommes d'une trentaine d'années. Il y a très peu de célibataires, donc ils sont pas tellement bien aimés. Souvent célibataires, Et ils ont tendance, comme souvent les otaku, à être exclusifs par rapport à leur passion. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des collections de jeux incroyables où il faut tout avoir tout de suite, et puis il y a très peu d'échanges communicatifs. Bon, dans les autres différences, et toi je sais que tu as écrit là-dessus il n'y a pas encore très longtemps, sur la taille des jeux. Oui, la taille des jeux. Parce que là, on le voit, là, bon, tu as amené un certain nombre de trucs. Oui. Donc, premièrement, effectivement, tu dis, il y en a beaucoup qui sont faits à la maison, ce qui explique qu'on n'a pas les grosses boîtes pleines de 550 figurines, parce que c'est pas possible à faire à la maison. Mais pas seulement. Oui, il y a aussi le fait que les auteurs doivent financer leurs jeux à leurs propres frais, et que pour la plupart d'entre eux, c'est pas évident. Ça, celui-là, je le connais. Je vais vous le montrer. Mais ça, c'est un format de boîte qui est déjà un peu grand pour un. C'est le gros jeu japonais. Patronize, ça, c'est Candy Chaser que vous voyez dessus. Il y a eu un article assez formidable d'un type qui s'appelle Mops, je crois, sur Contract. Qui est ce type? Voilà, ça c'est plutôt le format. Donc c'est le format gros jeu japonais, donc vous voyez, c'est petits jeux chez nous. Ça c'est, alors je vous le montre comme ça parce que ça rentre dans la caméra. Patronize, donc on a fait une Tritractivie spéciale que vous pouvez voir peut-être maintenant ou voir dans pas longtemps, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est les grosses boîtes. Ça c'est un format qu'on retrouve de plus en plus souvent maintenant. Celui-là c'est Age of Assassins. Oui. Pareil, donc qui en japonais un petit peu plus petit, mais c'est la même chose à peu près. Ansatsu Kyojidai. Ouais. Dont on a parlé aussi, et puis ça, ce sont des formats. Voilà, alors le format typique japonais. Le format typique japonais, ça ressemble à ça. Jeu de cartes. Donc c'est une petite boîte, petites boîtes, voilà. Lost Legacy, vous le connaissez. Celui-là, la couronne de Lombardie, on a fait une Tritractivie dessus, donc vous allez pouvoir savoir ce que c'est. Il y a celui-là peut-être. Voilà, mais ça rentre plus. Ça ne rentre plus. Même petit, dommage. Ça ne rentre plus. Voilà, Lost Legacy, on va le prendre. Voilà, je vous montre celui qui est vrai, qui est amusant. Voilà. Donc c'est des petites boîtes qu'on trouve dans des boutiques spécialisées, donc pas nombreuses. Et puis la question, donc, c'est où est-ce qu'on joue? Parce que comment dire, la notion d'intimité au Japon n'est pas la même que celle que nous avons en Europe. Donc nous avons l'habitude de nous faire des soirées jeux entre amis, maintenant entre collègues, ce qui était il y a quelques années complètement impossible puisque la chose étant puérile, on ne mélangeait pas le sérieux et le non sérieux, alors que les Allemands, eux, le faisaient depuis... le font depuis de longues années. Au Japon, on ne va pas les uns chez les autres parce que la demeure, c'est privé, c'est petit. Voilà, la pièce principale sert aussi de chambre la plupart du temps, donc on n'invite pas, on passe pas des soirées à la maison les uns chez les autres. En général, on joue. Alors, le jeu par excellence au Japon, c'est quand même, ça reste le loup-garou. Raison pour laquelle il y a tant de variantes japonaises sur le loup-garou.
Rien qu'au Game Market de Tokyo l'année dernière, il y en avait une vingtaine à peu près, différentes. Ouais. Parce que c'est un jeu qu'on peut jouer dans un lieu public sans se faire trop remarquer, parce que c'est quelques cartes. Et puis, mais c'est vrai que les joueurs japonais vont assez rarement jouer chez eux. Ils vont essayer de trouver un local où ils peuvent jouer dans une zone neutre, en fait, apporter leur jeu. Et puis, ce qui nécessite d'avoir des jeux nomades. C'est ça, exactement. Et puis, ils transportent, je veux dire, un jeu comme Age of Steam, ça ne les dérange pas de le transporter, ils se débrouillent. Mais c'est vrai que les joueurs vont rapporter leur jeu, il n'y a pas de ludothèque dans le club, comme on peut avoir dans certains clubs français. Et ils vont apporter leur jeu pour la soirée et le ramener à la maison le soir en rentrant et se retrouver souvent une fois par semaine ensemble dans un local bien précis. Dans une cave. Plutôt dans les... En fait, c'est des cafés, non? Pas des cafés, c'est plutôt des salles que l'on peut réserver auprès de la mairie. D'accord. Donc ils s'organisent pour pouvoir réserver des salles comme ça. Community Center. Et ça se passe partout dans le Japon ou ça reste limité aux très grandes villes? C'est comment? Quelle est la croissance de cette pratique ludique vu que le jeu de société au Japon vit aussi un vrai essor, qu'il y a de plus en plus de joueurs et que le public en fait s'élargit, c'est-à-dire qu'on est passé d'un loisir qui était uniquement pour un groupe d'otaku à un loisir qui se démocratise. D'accord, c'est plus que les otaku qui jouent. Non, de plus en plus maintenant il y a certains magasins, donc par exemple Sogorokuya à Tokyo, qui est un magasin qui essaie de donner une image nouvelle aux jeux de société en l'adaptant à la famille. Qui propose d'ailleurs une salle de jeu. C'est ça, et puis qui propose des démonstrations. Boutique, mais avec une salle de jeu, avec des démonstrations. Et qui vise vraiment un public familial. Qui édite aussi, comme qui édite aussi des jeux. C'est vraiment le couteau suisse là-bas. Ils font un peu tout. Et est-ce qu'il y a des revues? Alors des revues, il doit y en avoir, j'en connais assez peu. Par contre, il y a ce qu'on appelle des doujinshi. Des doujinshi? Qui sont en fait des sortes de fanzines, là aussi, créées par des joueurs. Donc là, par exemple, c'est Doujin Game Link. Donc c'est un doujinshi qui est créé par des gens qui vivent dans la région de Nagoya. Et le troisième numéro est sorti. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dedans. Ça ressemble à ça. C'est que du texte. Où ça? Il n'y a absolument aucune illustration. Voilà, c'est tout. Voilà. La seule illustration qui existe est une illustration qui va permettre de résumer tous les jeux qui sont présentés dans le magazine. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est les illustrations de ce... Alors c'est un fanzine, mais c'est assez épais. C'est épais quand même. C'est le troisième qui numéro ne parle déjà. Donc que de jeux de société. Oui. Et en fait, curieusement, sans doute pour des raisons d'économie, la couleur apparaît sur un document extérieur qui fait référence au texte qu'on trouve à l'intérieur. Exactement. Donc là, il y a à peu près 45 jeux présentés, dont une bonne trentaine sont absolument inconnus de la plupart des gens. Qui sont très difficiles à trouver. On en trouve quelques-uns qu'on connaît. Sell by to the Villains, ça on connaît. Il y a le Tsukimono qui était présent à Essen, qui est aussi de Masao Suganoma, celui qui a fait Candy Chaser. Il y a quoi d'autre? Il y a Lost Legacy derrière. Là, c'est un jeu qui est publié, sans doute aussi créé par Wandro. Wandro, c'est Kisaragi, qui a travaillé avec Seiji Kanai sur Lost Legacy. Voilà, Patronize, Cell to India qu'on connaît. Cell to India de Hayashi. Il y a Alpaca Paca 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 Paca, qui est un jeu qui a un petit succès et qui est un jeu qui a été créé par Peke, qui est aussi un pseudonyme évidemment, mais qui a un petit succès. Il a fait plusieurs jeux comme ça, dont 2 sur le thème de l'alpaga, qui est un animal très populaire au Japon. Les gens aiment l'alpaga. Il n'y a pas de Don Bolico? Il y a Don Bolico, mais qui est un jeu dont j'ai entendu parler à Essen et que j'ai jamais vu au Japon. Je te montrerai ça un jour. Don Bolico qui a une variante 6 qui prend, on va dire. Bon voilà, très bien. Qu'est-ce que tu nous as apporté d'autre? Ah oui, je vois un manga. Oui, alors manga que j'avais présenté, donc Hokago Saikoro Club, qui est un manga Hokago Saikoro Club. On va peut-être demander à Takako de le faire plutôt. Club. Ça veut dire le club de jeux de société. Saikoro Club. Hokago. Qui veut dire le club de jeux de société en fait. Non, Hokago, tu peux expliquer. Après les cours. Après les cours. C'est les fameux clubs qu'on trouve dans les collèges, les lycées et les universités. D'accord. Et donc, c'est un manga, on va dire, pour les garçons, qui raconte des histoires de filles.
qui est divisée en 2 points. Elle joue beaucoup aux jeux de société et de temps en temps, elle se penche et il y a du vent, on voit leur culotte. Hein. Est-ce que je résume un peu le... Disons que le manga est très, très pertinent sur la présentation des jeux de société, la façon dont il les amène. On reconnaît, il est sur la couverture, on reconnaît Marrakech. De Dominique Erard. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans la tenue du vendeur, du propriétaire du magasin notamment, et dans les jeux qui sont présentés, il y a un lien direct entre le magasin Sogorokuya de Tokyo et son propriétaire Marutasa, et le manga. Photo partie Loup-garou Onirim. Ça c'est quoi? C'est Saboteur. Et ça c'est Poker Menteur. Enfin c'est le Poker Cafard, pardon. Qui est édité effectivement au Japon. Là, on a 6 qui prend. Donc, on retrouve le fameux Poker Cafard. Il joue à Poker Cafard. Voilà, donc il y a une des... Donc, c'est vraiment des jeux de société. Oui, un des personnages, en fait, va initier ses 2 amis aux jeux de société. Viva Topo. Il joue vraiment à plein de trucs, finalement. Et ça, tu dis, c'est le premier. C'est le premier volume, et le deuxième volume est sorti il y a quelques jours à peine. Et on voit bien que l'intérieur du magasin, etc., fait référence donc à Sogorokuya. Sauf qu'il est plus grand qu'en vrai. Oui, je pense que c'est une vision fantasmée de son propre lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de chaque chapitre, le propriétaire du magasin vient expliquer le fonctionnement du jeu et en quoi il est amusant, une petite histoire de l'auteur aussi. C'est où? C'est là? À partir de là, c'est quoi? C'est... par exemple, à la fin du premier chapitre, la fin de chaque sur Marrakech, il y a une présentation du jeu Marrakech avec le nom de l'auteur. Fiche de jeu de Marrakech. Voilà. Et en fait une critique parce avec le nom de l'auteur, peut-être il y a le nom de l'auteur. Oui, il y a Dominique Erard qui est écrit dessus, je pense. D'accord. Je vois pas moi, mais à moins que ça soit écrit. Oui, c'est écrit en alphabet japonais. Enfin en katakana. Dominique Erard. Dominique Erard. D'accord. Ça va lui faire plaisir. Voilà. Donc ça prouve quand même qu'il se passe quelque chose. Oui, et puis il y a un engouement qui se développe vraiment pour... Alors ça, le cherchez pas en français, il n'est pas traduit encore. Non, il n'est pas traduit. On ne sait pas s'il va être traduit, parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas qui sortent au Japon qui n'arrivent pas en français. Alors j'ai présenté les 2 premières parties en fait, du manga, et je me suis arrêté là. Je n'ai pas présenté l'intégralité du manga, mais je pense que je reviendrai dessus pour le 2e volume aussi, une fois que je l'aurai lu. Bon, alors donc il se passe plein de choses là-bas, oui. Et tu vas continuer à nous tenir au courant? Ça serait sympa. Hein. Oui, il y a des chances. Oui. Bon. Il y a des chances. Normalement, nous, on devrait y aller virtuellement, en tout cas. Et puis, tu nous tiens au courant et puis tu nous racontes ça. Un dernier petit mot sur le jeu et le Japon? Oui, une chose qui me semble importante, c'est attention, on va faire la rubrique « La chose importante ». C'est le challenge en fait, que se donnent les auteurs japonais pour réaliser des jeux à 500 yens, donc l'équivalent avec le taux d'aujourd'hui à 3,50 €. Et par exemple, c'est un sport national visiblement. Oui, parce que les auteurs les plus connus comme Kanai ou comme Hayashi, qui sont des auteurs qui sont publiés chez les auteurs étrangers, participent souvent de ce mouvement de créer des jeux à 500 yens. Et par exemple, Sail to India. C'est un truc qu'il faut vraiment faire venir en Europe. Oui, et le Sail to India, en fait, qui va être publié chez AEG, il me semble, en anglais, existait dans cette pochette pour le Tokyo Game Market. Donc c'est un jeu vraiment intéressant. Et c'est intéressant de voir qu'avec exactement les mêmes composants, le jeu va prendre une valeur démultipliée en passant dans un format boîte. Mais je pense que la plupart des auteurs qui participent à ce mouvement des jeux à 500 yens perdent de l'argent lorsqu'ils les proposent. Oui, parce que c'est la course. Oui, c'est ça. Voilà, il faut que ça vaut 500 yens, ça coûte peut-être un petit peu plus cher à faire, mais j'ai tenu mon pari. C'est ça. Et ça, c'est les premiers jeux. J'ai eu beaucoup de chance de trouver Sail to India en version 500 yens. On va montrer, on va regarder à quoi ça représente. Mais c'est quasiment impossible de se les procurer puisqu'ils partent dans la première demi-heure du Game Market. Voilà. Donc, donc ça, c'est vrai que je regarde quand même dedans parce que je suis curieux. Donc effectivement, oui, mais on trouve quand même effectivement des cubes. Il y a des cubes qui représentent les cartes.
Les ressources et puis des cartes. Les ressources, plus les règles du jeu, tout voilà. ça dans des petits sachets. Et effectivement, oui, ça doit coûter un petit peu plus cher que moins de 5 €. Oui, depuis le jeu est passé en format boîte au Japon et il va aussi passer évidemment en format boîte aux États-Unis. Et ça ne coûtera pas ce prix-là. Je pense pas. À mon avis, c'est pas que le prix. Non, parce que le format boîte aujourd'hui est passé, donc le jeu est passé de 500 yens à 3000 yens. Oui. Donc c'est multiplié par 6, moins tout de ça. 30 €. Donc effectivement, mais Très bon jeu. Ça veut dire que ces jeux-là n'ont pas de distributeur, donc il n'y a pas le coût du distributeur. Au cas où Brandt, il n'y a pas le coût du magasin, il y a pas voilà, c'est vraiment du mano à mano, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'Okazu Brandt vit, il me semble qu'il vit maintenant du jeu de société. Je ne sais pas s'il en vit bien, mais en tout cas il essaye d'en vivre et c'est vrai qu'il est très très créatif. Ouais. D'accord. Eh ben merci Yannick. Merci à toi d'être venu nous parler de ce joli pays. On va continuer. Quoi? Oui, j'ai pas beaucoup parlé. Mais... Tu n'as pas beaucoup parlé, mais quand tu as parlé, c'était toi. C'était pertinent. Voilà. Pertinent. C'était, comment dire, bref mais intense. Bon, on se retrouve nous pour parler de tout à fait d'autre chose. Quand même peut-être un petit peu de jeu malgré tout dans une autre Trick Track TV. Merci à vous d'être venus si loin. On se retrouve bientôt, on reste en contact et puis on te retrouve sur des petits papiers, j'espère, signés de ton nom. Comment tu signes déjà? Isobretenic. Isobretenic. Ça vient d'où Isobretenic? C'est un pseudonyme qui vient d'un roman de Pascal de Duve, si je me souviens bien, où le personnage principal s'appelait Isobretenic Kudojnika. Ah oui. Ouais, qui était un personnage de peinture. Un personnage de peinture. De peinture, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il était sorti d'un tableau de Magritte. Ah, d'accord. Oui. D'accord, et donc il te manque le chapeau. Il me manque le chapeau, il me manque la pomme à la place du visage. Et... Merci, on se retrouve bientôt donc pour une prochaine Trick Track TV. C'est gentil de nous avoir accompagnés jusqu'ici. J'espère que vous aurez appris des choses. Il y a certainement encore plein d'autres choses dont vous auriez aimé qu'on parle. On en reparlera sûrement et peut-être plus par écrit. Mais voilà, on continue dans cette voie-là. J'espère que vous avez aimé ça et que vous reviendrez bientôt nous voir. Ciao, ciao. À bientôt.